J'ai adoré mes années chez Amazon, mais au bout d'un certain temps, j'avais envie de construire quelque chose qui était à moi, qui me prenait plus au trip, on va dire. On oublie tout le temps que dans notre réseau proche et aussi et surtout étendu, on a des opportunités qui s'y cachent. J'ai trouvé un client via ma mère, tu vois. Avec l'IA vient des opportunités et aussi des risques. Je pense qu'un media buyer qui n'est pas en train de réfléchir à ce genre de sujet va potentiellement se faire effacer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo ou sur ce podcast Shape Room. Aujourd'hui, on se retrouve avec Arthur, aka Arturito, qui est donc media buyer, qui fait aussi de l'IA, ça fait depuis peu maintenant, il va nous en parler. C'est ça. Il travaille sur des agents IA et le but de cette vidéo et de cette discussion, c'est que souvent quand je suis en discussion comme ça en one-to-one, c'est qu'on se concentre sur ton parcours. Donc on va savoir un petit peu ce qui s'est passé avant qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce studio de podcast, savoir qu'est-ce qui fait que ta vie t'a amené naturellement mais sûrement vers le media buying et vers les agents IA. Mais déjà première chose, qu'est-ce que ça te fait d'être dans un studio devant une caméra? Parce que je sais que c'est pas facile pour toi, tu m'en parlais juste avant. Non, je suis pas du tout à l'aise. Mais c'est cool, franchement, je suis content. Je voulais faire ça depuis longtemps. C'est la première fois que je suis devant une caméra, je crois. Ah ouais, c'est la première fois? Ouais, devant une caméra avec un contenu pro. Ouais. Bien sûr, je parle pas des looms de 5 minutes que tu peux envoyer à des clients, Ouais. mais vraiment un contenu un peu long comme ça, ouais, ça va être la première fois. Ok. Non, je suis super content de faire ça. Mais c'est pas, je suis un peu en train de sortir de Ta zone de ma confort. zone de confort. Ouais, Ah, carrément. c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais, c'est c'est pour cool. ça que je voulais directement le mentionner. Là. Ouais. Et franchement, Histoire de briser la glace. c'est ça, mais mec, t'as l'air à l'aise là. Enfin, Ouais, genre, ça va, pour l'instant ça va. Après, je te connais depuis longtemps aussi. Ouais, ça Je joue. sais pas ça joue. si ça change un petit peu la chose. Ouais, peut-être. Mais je trouve ça cool parce que tu as plein de gens qui n'osent pas forcément être devant les caméras ou qui n'osent pas tout simplement sortir de leur zone de confort. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un direct non, d'entrée là, c'est un bon Non, exemple. j'avais vraiment envie de faire ça avec toi. En plus, c'est l'occasion. Je veux dire, on est tous les deux à Tamrat. On Ouais. se retrouve là un petit peu par hasard. Franchement, on était obligés. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Bah du coup, ce que je veux bien, c'est que tu te présentes Carrément. et que tu nous expliques où est-ce qu'on est et ce qu'on fait aujourd'hui et surtout comment t'es arrivé ici parce que c'est ça qui est drôle quand même. Alors, comment je suis arrivé ici? Je reviens du coup depuis le début de mon parcours. Non, là, genre, en gros, j'aimerais bien que tu te présentes, comme ça les gens savent qui Ok. tu es. Et en gros, juste faire un point sur où est-ce qu'on est aujourd'hui, ce que tu fais aussi toi aujourd'hui. Et ensuite, on va revenir sur ton parcours. Du coup, on était ensemble à l'école, hein, on peut déjà Ouais. spoiler. Hein. Ouais, exactement. On a fait les 5 ans dans la même promo. C'est ça. Donc voilà, mon mais ça, on y parcours. reviendra juste après. Ok. Écoute, moi, je m'appelle Arthur, comme tu sais, et donc je suis media buyer depuis septembre, après que Ouais. j'ai fini chez Prom, du coup. Ouais. Mais mon background de la publicité a démarré chez Amazon. J'étais chez Amazon Advertising en tant qu'account manager. Donc les account managers, c'est les différentes personnes qui accompagnent les agences et les grosses entreprises sur leur budget média. Et donc, j'avais commencé en tant qu'account manager chez Amazon, et en fait, j'adorais l'industrie, j'adorais mes collègues, et j'adorais aussi tout ce qui est sécurité de l'emploi. Chez Amazon, on a beaucoup d'avantages. Ouais, j'imagine. C'est assez confort, les salaires sont aussi très bien placés. Mais il manquait quelque chose. J'ai toujours aimé voyager depuis que je suis tout petit. J'ai un peu une famille de voyageurs. J'ai de la famille en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, au Maroc. Et j'avais envie de pouvoir vivre un peu cette vie selon mes propres envies. Et du coup, j'ai décidé donc de quitter Amazon et de devenir freelance. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ta formation. Ok. Et donc là, pour en revenir à aujourd'hui, donc là, on est au Maroc, tu l'as dit, on est à Tamraght. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous racontes, avant qu'on parle de ton parcours, en fait, ton arrivée, parce que j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, En fait, pourquoi je veux parler de ça? Parce que je trouve que ça illustre vraiment bien la liberté qu'on a en tant que freelance, tu vois, de pouvoir faire quoi? Une surprise à son pote, en fait. Vas-y, raconte. C'était très drôle. En fait, j'ai commencé à voir tes stories comme quoi tu étais à Tamart sur Instagram. Ouais. Et moi, j'étais en France, je savais que j'avais un petit peu envie de bouger. Et du coup, je me suis dit, voilà, je pense que c'était un vendredi, j'ai pris un billet pour le dimanche. Et j'ai décidé de te rejoindre sans te prévenir, sans te demander quoi que ce soit. Et en fait, le but, c'était un peu de t'embusquer, de te faire une surprise et de te croiser au coworking à Manzili. Et du coup, c'est là où je suis arrivé sans te prévenir et qu'on a pu se voir, quoi. Mais t'étais un peu choqué, ouais. T'étais choqué. Ouais. Et c'est vrai que comme ça, de pouvoir se réveiller un matin et de dire tiens, je vais prendre le premier billet pour le Maroc, c'est une liberté que tu trouveras rarement ailleurs, quand même. Ouais. Clairement, il faut le temps, il faut l'argent. Et ouais, c'est ça qui était très drôle. Alors juste petit aparté, du coup, Menzili, c'est le café et coworking dans lequel je vais souvent et dans lequel tu vas aussi du coup souvent maintenant depuis que tu es ici.
Donc big ça. up à eux. On mettra peut-être Ouais. le petit Instagram Carrément. Manzili Coworking si Ah, vous c'est passez les- à Timbrart. C'est les meilleurs, vraiment. Ouais, c'est clair. Si vous passez à Timbrart, n'hésitez pas. Vous dites que vous venez de la part de Nicolas, parce que du coup, Sadia, la propriétaire, Ouais. elle me connaît bien maintenant. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un bel espace pour bosser, pour manger, pour prendre son café. Et donc, quand tu es arrivé au Maroc, tu m'as envoyé une photo de C'est cet ça. endroit Tu savais sans pas... prévenir. Ah, tu savais pas que j'arrivais. C'était pas vraiment prévu. Et du coup, là, je t'envoie une photo comme ça de la vue depuis le rooftop. Et tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? J'étais en mode, wesh, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, en plus, c'est bien tombé parce que tu avais plein de trucs de prévus Ouais, ce week-end-là. Donc, tu as pu m'introduire à tous tes potes, avec pas mal de potes du coup, qui sont aussi entrepreneurs et tout. C'est Et ça, c'est aussi ouais. ça que j'ai aimé, c'est de pouvoir rencontrer du monde qui a un petit peu le même état d'esprit, des gens qui cherchent à construire quelque chose. Ouais. Et que tu peux aussi beaucoup retrouver dans des endroits un peu comme ça, comme Timbrart, qui est un hub de digital nomade. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est pour ça que je voulais rapidement qu'on parle de ça, parce que je trouve que le move que tu as fait, ça Ouais. illustre vraiment la liberté un peu. Et moi, tu sais, j'ai bas les couilles, t'es en freelance, tu prends ton billet, t'arrives comme ça. et moi, j'ai toujours été très spontané en fait. Ouais. Certains diraient irresponsable, mais non, très spontané. Genre, je sais que je vais avoir des envies comme ça, et puis en très peu de temps, ça peut se passer. Je suis un peu moins dans le planning sur le long terme pour des trucs comme ça. J'aime bien, j'ai des envies et acter dessus. Et tu peux pas faire ça quand t'as un 9 to 5 où tu Ouais. dois demander à ton boss ouais. si tu peux poser tes jours. Ouais. C'était un des critères qui m'a fait changer du salariat vers l'entrepreneuriat. Ouais. Complètement. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, ça fait un magnifique pont pour en revenir à ton parcours. Mm. Alors déjà, on s'est connus à Ethique, Ouais, une c'est école ça. du digital. Nous, on a fait le parcours grande école en 5 Exactement. ans. Et puis ensuite, donc toi, tu es directement parti chez Amazon, tu disais, c'est ça? C'est ça, donc j'avais même commencé avant la fin de l'école, j'ai fait mon alternance chez Ah oui, Amazon c'est vrai. Ads. Donc j'ai tout de suite baigné dans, on peut appeler ça media buying, ouais, donc la publicité. Ouais. Et donc très vite, avec des très gros comptes, donc chez Amazon, même en tant qu'alternant, je gérais des budgets qui sont vraiment très importants avec des grosses agences. Donc tout ça, tout de suite, c'était des responsabilités qui m'ont aidé à beaucoup progresser. Mm. Et du coup, d'avoir une connaissance un petit peu du marché de la publicité en ligne qui était assez forte dès le début. Et ça m'a beaucoup fait grandir. J'ai adoré mes années chez Amazon. Mais en fait, au bout d'un certain temps, j'avais envie de construire quelque chose qui était à moi. J'avais envie d'avoir mes propres clients qui m'appartenaient. Mm. Et c'est pour ça aussi, c'est pas juste pour voyager que j'ai pris cette décision. C'était aussi cette envie de construire une structure. Bon, là, par exemple, je suis en micro-entreprise, mais qui sait plus tard avoir un business un peu plus développé avec potentiellement des employés. Enfin voilà, j'avais cette envie de sortir juste du salariat normal. Donc je remercie mes années Amazon. Franchement, ça m'a vraiment permis de commencer ma carrière. Mais je voulais quelque chose qui me prenait plus au trip, on va dire. Ok, ouais. Ouais, et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mm. Le fait d'avoir ta propre liberté, de construire un truc à toi, tu l'as dit, c'est vrai que moi, je le mentionne pas trop, tu vois, parfois on l'oublie, mais dans le fond, en fait, quand tu quittes le salariat pour te lancer à ton compte, c'est à première vue pour la liberté, pour gagner plus, pour ne pas avoir de boss, etc. Mais au fond, ce qu'on veut, c'est se créer une vie sur mesure, en fait, se créer C'est ça. sa propre vie et se créer un truc à soi, que ce soit un business comme certains. Moi, j'ai des potes, tu vois, ils gagnent 2-3 000 euros par mois, ils vivent en Indonésie, ils sont chill, ils travaillent 3 jours par semaine, ils vont surfer, etc. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et c'est ça qui est génial. T'es pas dans un moule, tu vois, une sorte de structure qui fait que tu fais comme les autres. C'est ça. Et moi, je trouve que quand t'es freelance ou entrepreneur, en fait, tu vas avoir beaucoup plus de motivation et en fait de te lever tous les matins en sachant que c'est un truc que tu construis pour toi et que c'est quelque chose que tu construis de tes mains. C'est pas tes clients, ils arrivent parce que ton boss t'a donné un tel portefeuille. Non. Si lundi matin tu te réveilles pas, en fait, il y aura pas de mail, il y aura pas de client, il y aura pas de CA, il y aura que dalle. Et du coup, je trouve que tu es beaucoup plus proactif dans ta vie. Alors c'est plus dur, hein. Je trouve qu'au départ, j'ai trouvé ça assez dur de se lancer. Ouais. Mais On va y revenir d'ailleurs, ça. C'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Mais le sentiment de satisfaction, une fois que tu réussis à mettre les choses en branle, en action, franchement, c'est inégalable. Ouais. En termes de motivation, quoi. Beaucoup plus, je trouve, que quand, ok, certes, il y a beaucoup de boulot, mais que c'est parce que voilà, on te dit de faire quelque chose. Alors que s'il y a beaucoup de boulot, parce que c'est toi qui t'es créé des opportunités,
En fait, à chaque nouveau client que tu signes, t'es hypé, tu vas avoir envie de tout donner. Quand on t'apporte un nouveau client et que t'es en CDI, bah, tu fais un peu la gueule parce que c'est plus de boulot et t'es pas Ouais. forcément mieux Et payé. t'es pas forcément mieux payé, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'en freelance, je dis un peu la moyenne, on va dire que quand tu as un client, tu es entre 800 et 1000 euros par mois, quand en tout cas tu démarres ou tu es, disons, intermédiaire. Donc, il suffit que tu aies 4 clients, bah, tu gagnes environ 4000 euros, quoi, tu vois. Alors qu'en CDI, moi je me rappelle, parce que j'étais aussi en agence que tu connais bien, j'avais, je crois, 5 clients. Bon, bah, moi, j'étais alternant, donc bon, tu vois, c'est normé. Mais quand tu sais que tu gagnes un peu plus de 1000 euros par mois, alors que tu gagnes, enfin, tu bosses pour 4-5 clients, et tu sais combien l'entreprise a la facture derrière. Tu sais très bien combien il facture. Ouais, c'est ça. Tu vois passer les chiffres. Ouais, c'est ça. Surtout dans les petites boîtes comme ça, comme Ouais. l'agence qu'on a fait, tu sais très bien ce qu'on facture et puis tu dis bon, j'ai quand même eu une plus-value qui mérite un peu plus que ça, donc C'est ça. ça donne envie d'aller chercher ce genre Mais c'est ça. de résultat. Et même les employés que je côtoyais, tu vois. Mm. Tout le monde était payé plus ou moins 2000, 2500 euros, ce qui est plus ou moins la moyenne, tu vois, en France et en agence. Mm. Mais après, effectivement, quand tu vois la facturation, c'est là où tu dis, mais je Ouais. passe à côté de milliers d'euros. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi une petite expérience que j'explique rapidement. Quand je me suis lancé en freelance, j'ai travaillé aussi pour des agences, parce que ça se fait souvent quand on est en freelance, travailler avec des agences. Et il y a une fille qui venait d'arriver pour me remplacer, parce qu'en fait, moi, j'étais en freelance et je gérais le pôle media buying en fait, de l'agence, qui était déjà un peu lunaire, mais bon, bref. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui arrivait en CDI pour reprendre en fait ce que je faisais, tu vois, ce qui était normal, parce que moi, je remplaçais quelqu'un aussi qui était parti. Ok. Et donc, la fille en question, je me rappelle, à un moment donné, en fait, elle gérait ma facturation, parce que c'était devenu du coup, la chef du pôle. Sauf que elle travaillait 5 jours par semaine. Ok. Moi, je travaillais peut-être 3 jours par semaine. Ouais. Et je gagnais, je pense, facile 2 à 3 fois plus qu'elle. Ouais, bah, ça va vite. Hein. Et Après, ouais, bon, il y a des charges et tout, mais quand même. C'est ça, oui, mais quand même. Enfin, je veux dire, je sais plus combien je gagnais, mais j'étais bien. J'étais au-dessus de 4 ou 5 000 euros. Elle était en CDI, elle devait être à 2000, Du coup, 2005. quoi, ça lui a fait un déclic. Bah oui, 6 mois plus tard, Ouais. j'apprends quoi? Elle a quitté l'agence, elle se lance Ouais. à son compte. Ouais, bah c'est sûr, une fois que t'as vu ça, Bah ouais. ça a envie. Ouais. Mais du coup, moi, j'aimerais revenir sur la fin d'Amazon. Ouais, carrément. Parce que, tu vois, il y a plein de personnes qui idéalisent cette vie-là. Se lancer à son compte, apprendre un métier pour travailler à distance, etc. Comment toi, ils voient des images de types qui sont sur l'ordi sur la plage, donc tout de suite. C'est ça. Ouais. Et ça peut donner parfois une image un peu négative parce que ça cache. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vois pas au final tout le travail qu'il y a derrière. Mais oui, C'est ça. pardon. Tu me disais. Non, c'est ça. Et puis, il y en a aussi qui disent, ouais, c'est trop beau pour être vrai. Mais moi, ce que j'aimerais, parce que si les gens regardent cette vidéo-là, c'est que, bon, bah, s'y intéressent et qu'ils savent que c'est quelque chose de réel, que c'est pas un métier caché ou que c'est pas, tu sais, les solutions miracles qu'on te vend sur Internet. Moi, j'aimerais bien comprendre comment tu as géré, en fait, la fin d'Amazon pour transitionner vers la suite. Comment tu as vécu ce truc-là? Comment tu as géré ça? Bah déjà, il y a eu une grosse période un peu de transition où Ouais. je me suis beaucoup cherché. Je me posais des questions comme voilà, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que voilà, que je quitte Amazon mais que je rejoigne, je sais pas, Pinterest. J'ai eu pas mal d'entretiens très positifs qui sont passés avec des grandes boîtes comme ça, de social ads. Mais je le sentais pas. Je me suis vraiment dit que c'était un move un peu plus drastique que je devais faire, pardon. Et du coup, j'ai un petit peu voyagé. Et ça m'a vraiment donné envie de trouver un job. Je ne savais pas encore comment l'appeler à ce moment-là. Je ne savais pas si c'était devenir freelance. J'avais envie de trouver un format où je pouvais avoir cette liberté. Et du coup, toi, évidemment, on se connaît très bien. Et j'ai vu que tu avais lancé Chez Pro à l'époque. Je crois que ça faisait peut-être 1 an que tu avais lancé Chez Pro. Ouais, même pas, je crois. Hein. Peut-être moins. Et j'avais pas forcément besoin de tout ce qui est tous les cours que tu donnes sur la publicité, sur Meta, etc. Ouais, parce ça que fait déjà des connaissances. C'était des choses que je connaissais et que je pratiquais. Mais il faut savoir que j'avais jamais été en freelance avant. C'est-à-dire que j'avais toujours fait les choses nickel. C'est-à-dire que depuis le lycée, j'ai fait les stages comme il fallait avec enchaîner tout ce qui est alternance, CDI, faire le parcours un petit peu classique. Voilà, le parcours que tes parents attendent que tu fasses. Voilà, tout faire bien, tout cocher toutes les cases. Et j'avais jamais, ne serait-ce que, je sais pas, eu un client en freelance, comme beaucoup de gens peuvent le faire à ETIC, l'université où on était. J'avais été que en stage ou en sarlat. Et du coup, j'avais vraiment ce manque un petit peu dans mon expérience que j'avais envie de travailler. Et je me suis dit, OK, Chez Pro peut m'aider déjà à avoir ce mindset un peu plus entrepreneurial que j'avais, je pense, dans ma tête, mais que j'avais jamais essayé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint Chez Pro pour travailler tout ça. Parce qu'on a beaucoup de blocages, on a beaucoup de
de syndrome de l'imposteur. Et puis aussi, tu proposes pas mal de cours sur tout ce qui est la vente. Parce que se vendre en tant que Arthur Giraud, c'est pas du tout la même chose que se vendre en tant que Jeff Bezos avec tous les, tu vois, toute la structure qu'il y a derrière et tout l'éthos. Donc, tout le. Comment dire, comment on va appeler ça? Bah, la personal brand, quoi, qui Ouais, représente. tout le branding que j'avais derrière moi quand j'étais account manager et que je vendais de la pub pour Amazon, bah, je l'avais plus. J'y avais juste, c'était moi et moi-même. Et du coup, c'est sur des sujets comme ça que je voulais travailler avec toi chez C'est Cheprom. intéressant. Et c'est intéressant parce qu'avec ce que tu me dis, je remarque qu'il y a déjà, premièrement, une grande diversité de profils dans Shape Room parce que tu as des personnes qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là, Ouais. qui sont, je pense à du BTP, je pense à quelqu'un qui s'appelle Raphaël, qui est architecte, Ouais. je pense à Lucas Baudry, que tu as connu, je Ouais. crois, qui était architecte d'intérieur. C'est- Bref. Et toi, pour le coup, tu étais déjà plus ou moins dans ce milieu-là quand même, tu avais déjà des connaissances. Et pourtant, bah, il y a quand même des peurs qui reviennent. C'est-à-dire que ça tourne souvent autour du mindset et de la vente finalement, parce qu'effectivement, toi, tu avais les connaissances, d'autres n'ont pas forcément les connaissances. Donc c'est vrai que parfois, tu peux te dire, bon, bah, les ads, je connais pas, faire de la publicité en ligne, je connais pas. Mais finalement, je me rends compte qu'à travers ce que tu me dis, il y a toujours une peur commune, c'est se vendre. Se vendre Ouais. en tant que bah, ma personne, etc. Parce que C'est ça. même toi, on pourrait se dire, tu as fait Amazon, tu as déjà touché aux plateformes de publicité, tu as déjà fait de la vente du coup avec Amazon. Et quand bien même, tu avais ce truc de putain, ça y est, je suis face à moi-même, je me vends moi-même. Quoi. Ah, mais carrément. Enfin, je pitchais des budgets, pas sortir de chiffres comme ça au hasard, mais c'était des budgets très très importants chez Amazon, mais avec lesquels j'avais pas du tout de sujet. J'étais très à l'aise à pitcher des C-level, donc des personnes assez seniors dans les différentes agences ou entreprises. Mais je sais pas pourquoi, le fait d'être tout seul face à son client, sans avoir toute une entreprise derrière toi, c'est pas du tout la même. Tu as, une approche qui est tout à fait différente. Et puis même la gestion des campagnes. Quand tu gères des campagnes à des milliers d'euros par jour, bon, au final, Ça te finit chaud ni froid, quoi. ça fait ni chaud ni froid. Et par contre, je sais pas, quand c'est l'argent, quand c'est le budget d'une personne que du coup tu connais mieux, parce qu'il y a une relation one-one qui est quand même un peu plus rapprochée quand tu as des clients en freelance, et bah tout de suite tu dis ok, j'ai vraiment envie que ça réussisse, j'ai vraiment envie qu'elle en ait pour son argent, que les campagnes fonctionnent bien, que son business se porte bien. T'as une relation qui est pas du tout la même quand tu es en freelance que quand tu fais partie d'une grosse structure. Donc il y a un petit peu des inquiétudes aussi de ce côté-là, sur lequel on a travaillé chez Cheprom. Ouais, franchement, c'était vraiment super utile pour moi. Mais je pense que ce que je retiendrai, c'est quand même le mindset. Parce qu'en fait, quand j'ai terminé chez Proom, je me sentais déjà comme un entrepreneur. Je me sentais pas comme un freelance ou comme un média buyer. Je me sentais comme quelqu'un qui allait construire, quoi. Ok. Et c'est vraiment ce que je retiendrai, moi. C'est ce que je me suis dit tout de suite quand je suis sorti de chez Proom. Ouais. Ok, et du coup, c'est ça qui a fait la différence où quand t'es arrivé, tu disais que t'avais du mal à te vendre en ton nom. Comment t'as avancé avec ça? Comment t'as renversé un peu le truc? Bah déjà, il y a pas mal d'exercices qu'on a fait chez Cheprom. Donc, on fait des mock calls, Des quoi? Pardon, en fait, j'utilise beaucoup d'anglicismes. C'est une de mes. Même moi, j'ai pas compris. Un petit défaut que j'ai et que je garde assez souvent. Mais ça me vient de mes années Amazon, c'est pour ça. Non, des calls d'entraînement. Ah, ok. Des calls d'entraînement qu'on fait avec les différents shapers. Ok. Qui permet un petit peu de désacraliser les premiers rendez-vous pour pitcher, etc. Donc ça m'a pas mal aidé. Et puis, il faut juste se mettre dans le bain, en fait. Franchement, avant d'avoir fait son premier call avec un prospect, on peut pas savoir ce que c'est. Donc, faut juste se mettre dans le bain. Et c'est un peu un sujet que j'aimerais bien évoquer plus tard, c'est que pour toutes les personnes qui hésitent à se mettre en freelance, moi j'ai beaucoup hésité au départ et j'ai beaucoup procrastiné, on peut le dire. Mais le moment où j'avais plus le choix parce que j'avais fait en sorte que c'était le freelance ou rien, et du coup je savais pas si j'aurais des sources de revenus qui allaient arriver, quand on te met un peu face au mur, c'est là que tu vas avoir des résultats et qu'il va y avoir quelque chose qui s'opère au niveau du mindset. Parce que si tu as la sécurité, si je sais pas si tu as un job à mi-temps à côté, en tout cas moi je sais que j'étais pas le profil
qui pouvait se faire ça un petit peu le soir. Il fallait que je me donne à corps et âme pour pouvoir vraiment avoir ce changement au niveau du mindset. Ok, donc le fait de te retrouver un peu de dos au mur, c'est ça qui a tout déclenché pour la Ouais. suite, quoi. Carrément. Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. Moi, je me force parfois à être dos au mur. Et si je me force pas, j'ai l'impression que parfois ça arrive naturellement, tu vois. Mm. Où je suis obligé de sortir de ma zone de confort et de me mettre, de me sortir les doigts, hein, si je puis dire, Ouais, c'est ça. pour avancer, hein. Et non, c'est super intéressant parce que parfois, moi, je remarque pas mal de personnes dans Shape Room qui sont en CDI ou quoi que ce soit et qui essayent de garder une forme de sécurité. Il y en a, et on travaille, tu l'as dit dans les exercices, tu vois, sur la vision, etc. On travaille, c'est ce désir, tu vois, parce que parfois, le CDI, c'est quelque chose qu'on connaît, donc ça nous rassure. On a Ouais. l'argent qui tombe tous les mois, on a les horaires, etc. Même si c'est pas forcément une situation qu'on désire, c'est entre guillemets, on va tirer un peu le trait, c'est un cauchemar, mais qu'on connaît. Ouais. Et l'être humain préfère rester dans un cauchemar connu plutôt que d'aller vers une situation qui est désirée, mais qui est incertaine et inconfortable. Ouais, 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on vient travailler ce truc-là. Et c'est intéressant aussi de ce que tu viens de dire, parce que parfois, il faut se mettre un peu dos au mur. Il y en a 2-3 qui me l'ont dit, souvent des jeunes un peu. Je sais pas si tu as connu Tom Soa à un moment donné. Je l'ai raté de peu. Ah, parce que lui, c'était un peu son discours, lui. Mm. Lui, il dit mettez-vous dans la merde et tout. Ah, mais moi, je suis 100% de cette team-là. Ah ouais. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a des profils différents. Mais si vous êtes un profil un petit peu comme le mien ou comme Tom, si vous avez un filet de sécurité, si vous avez, je sais pas, beaucoup d'économies, peut-être il y a des gens qui sont au chômage et qui voilà, se reposent un petit peu sur leur chômage ou sur un job alimentaire. Moi, je sais que si j'ai un job alimentaire, je vais rester sur ce job alimentaire et c'est tout. Hmm. Alors que si tu quittes tout et qu'à la fin du mois, tu sais que tu vas plus avoir de thunes, et bah, bizarrement, les ressources, tu vas les trouver. Tu vas les trouver assez vite, même. Ouais. Après, ça, c'est pour certains profils. Je recommande pas ça à tout le monde. Mais moi, ça a été efficace. Ouais, je pense que ça dépend de la tolérance que tu as au stress, parce que pour certaines personnes, c'est un peu trop stressant, donc il faut trouver le juste milieu entre on vient se challenger, tu vois, on est un peu dos au mur, et en même temps, on a quand même une mini-sécurité, parce que parfois, il y en a qui implosent en vol, en fait. Ouais. C'est ça le risque. Ouais. Bah, c'est vrai que. Alors, imploser en vol, c'est pas ce que j'ai fait, mais il y a une petite Ouais. période qui était assez inquiétante. Quand j'avais fait chez Pro, je crois que c'était depuis quelques mois, je m'attendais à ce que le premier client arrive plus facilement. Hmm. Et en fait, il n'arrivait pas. Et c'est vrai que c'est vraiment à partir du moment où je me suis dit que j'avais plus trop de choix parce que je voyais très bien que mes économies allaient un petit peu réduire comme bout de ficelle. Et c'est là où j'ai commencé à trouver les ressources. Donc, ouais, il faut Ok. faire. Et du coup, comment t'as fait alors pour trouver ton premier client? Parce que ça, tu vois, c'est une question qui revient tout le temps, évidemment, parce que c'est ok, très bien, le métier a l'air ouf, je veux me lancer à mon compte pour avoir de la liberté, pour gagner plus, etc., tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais du coup, la clé, c'est générer de l'argent. Ouais. C'est vivre de cette activité. Donc toi, t'as fait comment? Parce que je sais qu'au début, c'était compliqué pour toi. Ouais. Et t'as réussi à débloquer le truc. Je pense que le premier client, c'est le plus dur. Hein. Franchement, c'est Ouais. vraiment le plus dur. Parce que déjà, on se sent pas forcément légitime en call. Quand on te Ouais. demande des exemples, bon, moi après, c'était un peu différent. J'avais tous les exemples que j'avais pu avoir dans ma carrière passée chez Amazon. Mais les exemples d'Amazon, c'était pas l'exemple de Arthur Giraud tout seul. Ouais. Donc, pour obtenir son premier client, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Il y a la prospection. La prospection, c'est assez ingrat parce qu'il faut envoyer beaucoup de messages. Ça peut marcher. Il y a plein de gens qui réussissent à avoir pour plusieurs clients par la prospection. Moi, je sais que c'était pas forcément mon fort. Moi, j'ai beaucoup fait travailler le réseau. le networking, le réseau. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Et c'est vrai que pour avoir le deuxième, du coup, quand tu expliques, quand tu as déjà les mains dans les campagnes, quand tu expliques ce que tu fais au quotidien, tu te sens plus légitime. Hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent lorsque tu fais des calls de prospection. Et du coup, ça peut faire un petit peu effet boule de neige avec cette confiance qui grandit. Le deuxième et le troisième, ils vont être un peu plus faciles. Mais de toute façon, pour le premier, il faut tout essayer en même temps. Hein. C'est la prospection, le réseau, peu importe les amis, la famille, les. Mais tu sais que ça, on l'oublie souvent, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui parlent de prospection et c'est normal, ça marche plutôt bien. On a maintenant de la prospection téléphonique depuis peu, là. On a mis à jour là, le contenu. Et moi, j'ai toujours gardé le module réseau. Parce qu'on oublie tout le temps que dans notre réseau proche et aussi étendu, surtout étendu, on a des opportunités qui s'y cachent. Parce Carrément. que souvent, moi, tu vois, par exemple, j'ai trouvé un client via ma mère, tu vois. Ouais. Et un client plutôt pas mal, qui dépensait bien, enfin, ça s'est plutôt bien passé, tu vois. Et souvent, on oublie en fait d'aller rencontrer les gens,
de discuter avec, de passer du temps, d'aller dans un coworking aussi, tu vois, de Carrément. participer à des événements. Enfin, c'est tout bête, mais moi, j'ai fait une journée de coworking à Paris. C'était quand? C'était en septembre, donc ça date un peu, tu vois, parce que je suis pas souvent à Paris. J'ai rencontré, je pense, 2-3 personnes Ouais, en c'est une clair, journée ça va qui étaient vite, hein. intéressées par du media buying. Ça va super vite. C'est fou. Faut juste, je trouve qu'il faut aller aux endroits où tu vas rencontrer des entrepreneurs ou des Ouais. gens qui, enfin pas forcément entrepreneurs, mais qui baignent un petit peu dans cet univers-là. Ouais. Donc, comme tu as dit, coworking, ça va accélérer vraiment, vraiment tes chances. J'avais un peu de mal au début, j'étais un peu plus dans mon coin, ou alors pas forcément dans mon coin, mais à fréquenter des gens qui étaient plus dans le salariat, voilà, dans la vie un petit peu plus classique. Et à partir du moment où j'ai commencé à me faire des amis, à participer aux événements comme des co-living ou ce genre de choses, très vite tu vas avoir un contact qui va te donner un contact, qui va donner un contact, qui va donner un contact. Ouais. Et c'est un énorme accélérateur. Tant en termes de prospection, parce que tu auras des gens qui potentiellement seront intéressés par tes services, mais aussi en termes de mindset, ça va te mettre dans un état d'esprit qui n'est pas le même. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu un cycle vertueux. Plus tu rencontres des gens qui font des choses qui t'inspirent, et en plus qui seront potentiellement intéressés par les services que tu proposes, plus toi tu vas être inspiré, plus toi tu vas être à l'aise en call. Enfin, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble, à mon avis. Ouais, c'est clair. Donc du coup, toi, si je comprends bien, pour te lancer, tu t'es mis dos au mur. Il y a la mindset qui t'a Complètement. aidé. Toi, tu as trouvé ton premier client grâce au réseau principalement. Et donc, en fait, j'aimerais bien comprendre s'il y a un truc qui t'a aidé dans Shape Room, s'il y a un truc que tu devais retenir, ce serait quoi? Ça serait le suivi mindset. Les moments. Ok. Alors à l'époque, je sais pas comment maintenant tu C'est organises plus ou ça moins la même chose. chez Prom, je sais pas si ça a changé, mais il y avait des calls où on se parlait, je crois qu'il y avait toi ou un autre coach, et on était entre différents shapers, et tout le monde parlait un petit peu du moral du moment. Est-ce que vous en sortez cette semaine? Donc tout le monde parlait de ses highs, de ses wins, et aussi des moments un peu plus difficiles. Et c'est vrai que quand tu te lances, tu peux te sentir assez seul. Parce que tes potes, ils sont dans le salariat, donc ils font pas comme toi, ils comprennent pas forcément. Parfois, tu as le support de ta famille, et parfois, ta famille comprend pas, parce que c'est une prise de risque. Donc, je trouve que la solitude, c'est un peu l'ennemi du succès quand tu es en freelance. Et d'avoir ces moments un petit peu à cœur ouvert, où on se parlait comme ça naturellement avec les différents shapers de notre mindset, ça permet de se rendre compte que voilà, t'es pas tout seul, de parler à des gens qui sont dans le même univers que toi, dans la même merde que toi au début si t'as des problèmes, ou alors à des gens avec qui tu peux partager tes succès ou rire de tes déboires. C'est pas négligeable. Je pense que je retiendrai ça. Ok, hyper intéressant. Je pense que c'est la première fois. Enfin, on mentionne souvent la communauté. On a dit aussi les coachs principalement. Et c'est intéressant d'avoir ce retour un peu plus précis de. En fait, c'est vraiment l'unité, tu vois. C'est le fait de partager ses hauts et ses bas. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on encourage de plus en plus. Alors, il y a 2-3 trucs qui ont changé. Ouais. À l'époque où tu étais là, du coup, c'était des plus petits groupes. C'est-à-dire que tout le monde était plus ou moins mélangé. Maintenant, on fait par promotion. Tu sais, on lance des promos chaque mois. Mais on appuie beaucoup plus ces trucs-là. Déjà, on a un vrai coach mindset qui est coach depuis 8 ans. Ouais, c'est il coach cool, des salariés, des freelances, des CEO, des dirigeants. Enfin, le mec est beaucoup trop chaud. Et on a plusieurs sessions comme ça, surtout sur la partie vente. En fait, quand les élèves, les shapers ont fini d'apprendre le métier, ils se lancent. Et donc, à ce moment-là, c'est assez intense. Ouais. Et donc là, il y a la partie mindset et vente. Et en plus de ça, comme on a environ souvent, là en ce moment, entre une quinzaine, une vingtaine d'élèves par mois qui commencent, et on fait des petites équipes. On fait des équipes entre 3 et 5 personnes dans ces eaux-là. Et en fait, on va créer un groupe sur Discord où ils vont se retrouver dessus. Et puis on met en place une sorte de petit rendez-vous juste entre eux. C'est-à-dire qu'il y a les coachings, c'est une certitude. Il y a la plateforme de formation vidéo, il y a le Discord pour discuter. Tu peux contacter les coachs quand tu veux, etc., etc. Il y a même pour certains aussi à dispo des one-one. Et en plus, du coup, ils se retrouvent entre eux pour s'entraider. Et parfois, ils le font naturellement. C'est-à-dire qu'on le voit dans le Discord, dans les petits groupes. Ils vont s'écrire « Salut les filles », parce que des fois, on a eu un groupe là, qui est assez actif en ce moment, il n'y a que des filles dedans. Elles sont 5, je crois. Et elles ont mis un petit Google Meet et tout. Et c'est ça qui est... C'est super important. C'est super important. Ça change vraiment tout. Et donc, pour la suite, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est... Dis-moi. Parce que là, ça fait... là, on est au mois de mai 2026, pardon. C'est ça.
toi, t'étais dans chez Pro il y a 1 an, t'as fini, je crois, il y a 10 mois, un truc comme ça, J'ai 8-10 fini, mois j'ai fini en septembre, 2025, ouais. genre mi-septembre 2025. Et, et à vrai Ouais, dire, à la fin de chez Pro, j'avais pas encore signé. J'étais en pourparlers avec mon premier client parce que ça Ouais. m'a mis un peu de temps. Et en fait, 2 semaines après la fin de chez Proum, j'avais signé et je commençais avec mes premières campagnes avec mon premier client. Donc c'était voilà, fin septembre que je suis freelance actif et que je vis de mon activité. Ok. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, parce que t'es média buyer Ouais, et tu fais donc des agents IA, enfin tu vas nous expliquer ce que tu ouais, fais. on va en parler. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en media buying, combien t'as de clients, si tu veux nous dire ton chiffre d'affaires aussi, et Ouais, puis ensuite carrément. nous parler de ce que tu fais d'un point de vue IA. Alors moi, j'ai un client principal qui est une agence. Donc je travaille Ok. avec une agence qui emploie que des freelances. C'est un peu une sorte de collectif. Ok. Donc ça c'est pour le media buying, c'est ça? Pour le media buying, Ouais. exactement. Ouais, donc là, je vais vraiment commencer par le media buying. Ouais. Donc c'est mon client principal qui me rapporte 4 000 € par mois. Ok. Ah. Et j'ai un deuxième client actuellement un peu plus petit, donc c'est du e-commerce dans la fashion. Donc c'est un e-commerce de luxe et c'est un client qui me rapporte 2 000 € par mois. Solide. Donc ça, c'est 2 clients sur le côté media buying. Donc ouais, solide, déjà trop cool. Ouais, t'es à 6 000 de chiffre d'affaires, quoi. Trop cool, ouais, en brut, mais Oui. ouais, carrément. Bah, tu m'aurais dit ça il y a 1 an, j'avais un peu du mal à y croire, c'est vrai. Ouais. Mais ça s'est fait progressivement. Et puis, en plus de ça, ça fait bientôt 6 mois que j'ai lancé un side business, mais qui n'est plus tant un side business parce que c'est en train de prendre une part de plus en plus importante de mon chiffre d'affaires. Mais j'ai commencé à devenir coach pour aider les entreprises à implémenter l'IA dans leur workflow. C'est quelque chose que j'ai commencé parce que dans mon activité de media buyer, j'ai voulu automatiser une certaine partie des tâches que je faisais au quotidien. Et donc, j'ai commencé à automatiser une certaine partie, donc, par exemple, de mes reporting, de mes analyses, utiliser certains modèles comme Claude ou même ChatGPT Mhm. pour aller plus vite sur les tâches qui n'avaient pas forcément de grosse valeur ajoutée pour moi et me reconcentrer sur le côté peut-être un peu plus humain, stratégique avec mes clients. Et en fait, au fur et à mesure où je construisais ces outils-là pour ma propre activité de media buyer, j'ai eu de plus en plus de personnes qui ont commencé à me poser des questions en mode ah tiens, ça a l'air c'est intéressant ça, comment tu fais. Donc j'ai commencé à faire des petits coachings informels de 1 heure. Au début, c'était des amis media buyers ou pas forcément media buyers, parfois même des développeurs, des chefs de projet. Et au fur et à mesure, il y a vraiment un intérêt qui a commencé à se créer autour de ces outils et de ces mini-coachings que j'avais commencé à donner. Et j'ai signé mon premier client long terme il y a maintenant 2 mois, où j'aide une entreprise à implémenter l'IA dans tout leur process, donc une agence de développement web. Et j'ai signé mon deuxième client, donc, qui était une agence de voyage, il y a 1 mois, pour pareil, globalement, c'est les aider à automatiser des tâches. Et ça commence à devenir une partie très très importante de mon business. Donc ça, c'est un truc aussi, je pense, que m'a permis chez Proum, parce que à partir du moment où tu es entrepreneur, ok, oui, certes, tu es média buyer, mais tu commences à avoir des idées qui fusent, Mhm. tu commences à avoir des envies, tu as envie de construire. Et moi, c'est vrai que je me suis plongé pendant 6 mois sur l'intelligence artificielle. Mhm. Et c'est pas quelque chose, je pense, que j'aurais commencé si j'étais resté dans le salariat. Vraiment pas. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, tu fais ça à côté du media buying, c'est ça? Tu as tes 2 clients. C'est plus... ça. Ah ouais, franchement, c'est assez incroyable parce que parfois, il y a des personnes, tu vois, quand ils se lancent dans ce métier-là, en tant que freelance, ils ont l'impression qu'ils vont rester cantonnés à ça. Ouais. Ça va être media buying, freelance. Et puis en fait, parfois, ce qui est normal, il y a la peur de, en fait, ouais, si ça me plaît pas, ou si ça, je sais pas, pour X ou Y raison, après 6 mois, 1 an, j'aime pas trop, ou ça marche pas. En fait, t'es la preuve que tu peux te reconvertir assez facilement et à côté de ce que tu fais. Ouais. Mais quelque chose qui est intéressant avec le media buying, c'est que c'est un peu au centre de pas mal de choses. En fait, c'est très stratégique comme poste parce Ouais. que certes, il y a la pub, mais tu dois penser à la créa, tu dois penser au tunnel de conversion. Donc peut-être que tu vas te mettre à faire une landing page pour ton client. Donc en fait, il y a tellement de connaissances
que tu vas naturellement acquérir que si peut-être tu trouves une appétence avec, je sais pas, le développement, parce que tu Mm. adores faire des landing pages et tu te trouves bon et en fait tu vas te lancer là-dedans, Mm. bah, en fait tu peux pivoter vers l'un, vers l'autre. Si tu aimes la partie créa, peut-être que tu vas arrêter de faire du media buying et tu vas plutôt t'occuper de plus en plus des tournages. Enfin, c'est vraiment la croisée des chemins de pas mal de postes Ouais. dans le marketing. Donc, et, et moi, en l'occurrence, j'ai un peu créé ce poste de. Comment on pourrait l'appeler il y a un terme qui tourne pas mal en ce moment, c'est de context engineer. Ok. On pourra y revenir plus tard. Mais du coup, j'ai un peu créé mon poste de media buyer amélioré par l'IA, Ok. qui ensuite m'a permis de Mm. je dirais pas pivoter parce que je suis toujours media buyer, mais qui m'a permis de De développer ton business, développer mon business, quoi. de le diversifier. Diversifier, Et- exactement. Merci. Et moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est l'avenir du media buying. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais Ouais. c'est en gros, pour moi, demain, le media buyer sera augmenté à l'IA. C'est Et ça. d'ailleurs, j'y pense aussi, tu vois, pour un niveau 2 dans Mhm. Shape Room. Et on en avait déjà discuté plus ou moins, tu vois, mais à l'avenir, j'aimerais bien construire quelque chose comme ça, parce que tu l'as dit, le media buying, pour moi, c'est à la croisée des chemins entre beaucoup de jobs. Mhm. Donc, en tant que media buyer, on fait du copywriting, du moins un petit peu. On fait un peu de créa, ou du moins on va conseiller. C'est ça. On peut faire des pages de destination, des pages de vente, etc. Du moins, on va aussi conseiller, tu vois. Et demain, pour moi, le media buyer, avec l'IA, il va prendre de la hauteur. C'est-à-dire que quand on a commencé, nous, à faire du media buying, c'était très technique. C'était même un peu compliqué, tu sais. T'appuies sur Ouais. des boutons dans des interfaces qui changent tous les jours. C'est ça. Ouais, il fallait ouais. bien choisir les mots-clés, il C'était fallait bien choisir les... C'était peut-être un peu plus technique. Alors C'est que ça. là, la valeur ajoutée quand tu es media buyer, c'est pas la technique, c'est vraiment la stratégie. C'est ça. Ouais. Et en fait, l'IA, ça va te permettre de passer de moins en moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, donc à appuyer sur des boutons sur des plateformes, Mhm. parce que ça, tu peux automatiser. Par exemple, moi, j'ai un agent directement accessible sur WhatsApp avec lequel je communique en lui envoyant des messages vocaux, pour lui demander, voilà, j'ai lancé ma campagne hier, comment s'est passé ce premier jour, et il va me faire une analyse. Mhm. Que Donc là, tu parles d'un agent IA que tu as plugué sur ton Ouais. WhatsApp, c'est ça? J'ai créé un agent IA C'est cool. qui est connecté avec, si on veut rester 30 secondes dans la technique, qui est connecté à l'API de Facebook, qui me permet d'avoir directement les datas de mes campagnes accessibles depuis n'importe où. Et moi, en l'occurrence, j'ai choisi WhatsApp. Donc, si je sais par exemple qu'on a une grosse campagne, on a une grosse journée où on va dépenser beaucoup, et que je suis, je sais pas, en train de faire autre chose et que j'ai pas forcément mon ordi, j'envoie un vocal à mon agent IA. Il va pouvoir me répondre tout va bien, ou il va pouvoir me répondre Ah, c'est génial. là, attention, faut que tu te connectes et que tu gères quelque chose. Et donc, ça va te permettre euh, pas de moins en faire, mais de passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée. Et pour moi, c'est quoi les tâches à valeur ajoutée? C'est analyser la stratégie de la marque dans son ensemble. dans son ensemble. Pas juste regarder la pub, mais regarder un petit peu tout ce qui est produit. Est-ce que tu as des campagnes marketing, email, SMS? Mhm. Regarder un petit peu le big picture, quoi, une vue d'ensemble. Parce que tu t'es libéré du temps sur les tâches qui étaient plus manuelles. Et donc ça va être un virage que vont devoir prendre les média buyers. Mhm. Parce qu'avec l'IA vient des opportunités, mais aussi des risques. Parce que je pense qu'un media buyer, aujourd'hui, qui n'est pas en train de réfléchir à ce genre de sujet, va potentiellement se faire effacer. Non pas par l'IA, mais va se faire effacer par les media buyers qui ont exact. pris le Le train en marche, le quoi. train, merci. Le train en marche. Ouais, parce que du coup, c'est ça ton avis alors sur l'avenir du media buying? Parce que c'était ça ma question suivante, c'est quel est selon toi l'avenir du media buying avec l'IA et tout ce qui se passe? Donc pour toi, c'est ça Pour ce que moi, je viens d'écrire? Pour moi, je pense que les plateformes, donc plateforme, ça peut être la plateforme pour gérer ses publicités de Meta, par exemple, Mhm. vont prendre de moins en moins de place Ouais. dans le quotidien des médias buyers. Ça, c'est déjà le cas, hein. C'est quelque chose qui a été entamé depuis quelques temps. On passe de plus en plus de temps à penser aux créas Ouais. et beaucoup moins aux audiences, par exemple. Ça, c'est un des trends qui existe depuis plusieurs années. Mais là, au lieu de passer du temps sur la plateforme, tu vas avoir une discussion avec un agent IA, quel que soit le modèle d'intelligence artificielle. Ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, ils sont tous très bons. Mais donc, on va passer plus de temps à faire des analyses un peu plus poussées, en croisant des données. Ça va être le jus de cerveau des médias buyers qui va devenir
leur valeur ajoutée et non plus simplement leur temps. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important, c'est quand tu es média buyer aujourd'hui, il faut faire attention à comment tu factures. Parce Ouais. que si tu factures au temps, au TJM ou même horaire, ben, fatalement, vu que l'IA va rendre les choses beaucoup plus rapides à faire, bon, bah, tu vas te retrouver à avoir moins d'heures à facturer, moins de journées à facturer, et tu vas pas forcément t'y retrouver. Donc, alors que si tu factures sur, par exemple, au forfait, Package, ouais, c'est ça. au package, au forfait, peu importe, ça va donner beaucoup plus d'importance à donc, ta valeur ajoutée, ce que tu apportes en termes de stratégie à la marque. Et c'est là où tu vas pouvoir commencer à avoir des niveaux de salaire et de CA qui sont assez importants. Et si tu prends pas ce train à marche, si aujourd'hui tu es au TJM, bon, bah, tu vas avoir tes invoices, tes factures pardon, qui vont réduire comme peau de chagrin, parce qu'effectivement c'est plus rapide, mais ça demande plus de réflexion. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire très attention quand on est aujourd'hui media buyer Mm. et qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas encore l'IA. Complètement. Bah, t'as bien résumé le truc, hein, parce que j'ai plus ou moins le même avis sur la question. C'est-à-dire que le media buyer, comme je le disais, il va prendre de la hauteur. Il va plus devenir une sorte de performance manager, une sorte de growth manager, tu vois, à mesure qu'en fait ses tâches vont se diversifier. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et après, il y a une brique aussi que tu as mentionnée tout à l'heure, qui est, je pense, importante à prendre en compte, c'est que le media buyer va devoir comprendre, savoir comment on utilise l'IA, comment on met du contexte, comment on va la prompter. Parce qu'aujourd'hui, la question qui revient souvent, c'est en fait, dans 5 ans, avec l'IA, est-ce que le media buying va toujours exister? Est-ce qu'en fait, on n'aurait pas une solution directement vis-à-vis des entreprises où en fait, c'est je sais pas, le directeur marketing, par exemple, qui va taper avec l'IA ses prompts, etc. Moi, j'ai tendance personnellement à penser que le media buyer aura toujours une utilité, pas seulement, comme tu l'as dit, dans les campagnes, mais en prenant cette hauteur. Parce que lui a la vision marketing, lui a aussi l'espace mental, c'est un truc qu'on oublie, l'espace mental pour avoir cette espèce de création, tu vois, pour avoir l'esprit créatif, pour voir la stratégie d'une entreprise dans son ensemble, mais aussi pour conseiller, ok, il y a tel business qui fait ça, ce serait intéressant de tester telle stratégie créative, de tester telle page de vente, parce qu'avec tel autre client, j'avais fait ça. Là où l'entreprise en elle-même, elle a la tête dans le guidon, elle n'a pas forcément le temps, ni les compétences d'ailleurs, de comprendre l'IA, de la prompter, etc. Et donc pour moi, c'est vrai qu'on passera beaucoup moins de temps sur les plateformes, et c'est déjà le cas normalement d'ici fin 2026. Si après, bon, Google et Meta, souvent, ils retardent un peu leur truc, hein, mais on se dirige vers ça, c'est sûr. C'est une certitude, avec plus d'automatisation et plus on va être diversifié, on va devoir plus gérer des tunnels de conversion, tu vois, la créa, ce que tu as dit, la page de vente, etc. C'est ça. Tu as très bien résumé. Et un truc que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, tiens, est-ce que le media buying est en danger avec l'arrivée de l'IA? Est-ce qu'on va pas tout se faire remplacer par l'IA? Il y a pas mal notamment de gens qui peuvent poster ça sur les réseaux sociaux qui font un petit peu, qui sonnent l'alarme. qui tirent l'alarme en mode, voilà, on va tous disparaître. Je pense que ça fait beaucoup de vues, beaucoup de clics, mais qu'il faut vraiment prendre tout ce genre d'avis avec des grosses pincettes, parce que non, le media buyer ne sera pas remplacé par l'IA pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a besoin d'une connaissance métier que l'IA n'a pas. Et pour que, par exemple, moi j'ai mon agent puisse me donner des bons conseils sur ce qui se passe sur ma campagne, c'est parce que je l'ai alimenté de toutes les informations donc, que moi et uniquement moi connais sur les campagnes, afin que lui puisse me dire ok, la campagne elle performe, la campagne elle performe pas. Mais si tu l'alimentes pas de toutes ces connaissances que seul un humain peut connaître, et ben en fait potentiellement l'IA elle va te faire absolument n'importe quoi. Donc c'est vraiment, faut voir ça comme un outil qu'il faut apprendre. Pour moi c'est le media buyer qui n'apprend pas l'IA aujourd'hui et va pas durer vraiment longtemps. Mais je ne pense pas que le media buyer soit vraiment menacé. Il va devoir évoluer, ça c'est sûr. Ah mais c'est évolue déjà, hein. Ouais, c'est clair. Mais je trouve ça plutôt cool parce que ça diversifie les sujets, t'es moins dans la technique aussi. Tout ce qui est tracking aussi, c'est de plus en plus facile. Donc je trouve ça vraiment cool. Bon, et sinon, pour terminer cette belle discussion, Carrément. donc là on a parlé de Shaperoom, on a parlé de l'époque Amazon, de comment tu t'es lancé, comment tu as traversé tes difficultés pour trouver tes premiers clients. On a parlé de l'IA à l'instant parce que c'est un sujet qui revient très souvent, donc c'était cool, tu vois, de pouvoir en parler avec quelqu'un qui est dedans en fait, parce que même si moi j'utilise aussi l'IA et plein d'autres personnes,
toi, t'es beaucoup plus les mains dans le cambouis, tu vois. Ouais, ça fait Donc, quelques mois que j'ai clairement, clairement développé pas mal d'outils sur le sujet. À terme, je pense que je vais pivoter 100% de Ok. mon business sur Sur mon l'IA. activité de coaching en intelligence artificielle. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, carrément. Parce que c'est un sujet qui me passionne. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer, que ce soit en freelance ou en media buyer. Euh, Lancez-vous, et puis à un moment, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous prend les tripes. Et ça va vous donner je vais utiliser un anglicisme encore, mais le drive, la passion pour vraiment vous mettre corps et âme dans votre business. Et moi, en l'occurrence, je l'ai trouvé dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que je développe pas mal en ce moment. J'ai une grande partie de mon activité qui pivote là-dessus. Donc, voilà, je vais pas spoiler, mais j'ai quand même pas mal de choses qui vont sortir bientôt. Mhm. Je suis en train de développer des outils justement que je vais mettre à disposition des média buyers pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Et aussi, Inch'Allah, je vais lancer mon programme de formation pour média buyers pour qu'ils puissent prendre le train et qu'ils puissent Être augmenté à l'IA, comme on l'a dit. être augmentés. Voilà, Ouais. et prendre le train. Ça, c'est un sujet dont on va parler parce que dans le niveau 2, c'est pas la prio là tout de suite, hein, comme on l'a déjà dit, mais ce serait cool, je pense, qu'on puisse peut-être travailler ensemble. J'imagine des formes de, tu vois, des lives plus poussés, parce que là, aujourd'hui, ça s'appelle Shape Room Start, l'accompagnement maintenant. Donc, en fait, tu apprends le métier, tu trouves tes premiers clients, tu te lances. Et ensuite, l'idée, c'est de faire un niveau 2 pour justement prendre le train de l'IA, pour aller plus loin aussi sur structurer son business, parce que je pense que tu l'auras remarqué dans le collectif, parfois, tu as des freelances qui aussi, pendant plusieurs mois, entre 1000 et 3000 euros par mois, tu vois, qui ont Ouais. du mal à structurer et stabiliser leur business. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et notamment de mettre beaucoup plus l'accent sur l'IA. Et donc du coup, tu m'as devancé, je voulais savoir ce qui se passait par la suite. Ouais. Donc j'en arrive à ma dernière question. J'aime bien Dis-moi. terminer à chaque fois Ouais. les podcasts là-dessus. C'est imagine, là, tu as devant toi quelqu'un qui revient d'une longue période un peu d'hésitation, de voyage, voilà, qui a quitté le salariat et qui se dit, bon, bah franchement, ouais, j'aimerais bien continuer d'avoir cette liberté. Ouais. J'aimerais bien me lancer à mon compte. Mais il est là, il hésite. Il regarde sur Internet et il hésite. Et j'aimerais bien savoir ce que tu lui dirais. Bah, j'ai un petit peu spoilé parce que j'ai parlé de ça dès le début presque du podcast, j'ai l'impression, mais moi je pense qu'il faut se jeter à l'eau. Alors, bien sûr, il faut prendre ses précautions. Le marché du travail il est un peu compliqué en ce moment, etc. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te donne envie, pour moi, c'est se jeter à l'eau parce que les besoins font les moyens. Ok. C'est une expression qui veut dire, voilà, globalement, c'est parce que tu vas avoir une nécessité, parce que tu es dos au mur, que tu vas vraiment commencer à avoir des résultats et à trouver les ressources qui vont te permettre d'atteindre tes rêves. Et moi, je dirais, franchement, à quelqu'un qui hésite là maintenant, même si tu échoues, entre gros guillemets, tu vas forcément grandir, tu vas forcément gagner, que ce soit en compétences ou même en soft skills. Peut-être que tu feras pas du tout du media buying, mais tu vas faire un autre métier. Peut-être que tu vas revenir vers le salariat, mais en fait, tu vas avoir une connaissance bien plus large de l'univers. Quand tu es freelance, tu n'améliores pas juste ta qualité de vie en termes de flexibilité, tu augmentes aussi tous tes horizons, en fait, et tu peux que en bénéficier, franchement. Ok. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Bah, carrément. Carrément. Et c'est trop bien parce que souvent sur les réseaux et puis sur YouTube, etc., on voit la partie immergée de l'iceberg. Et là, tu viens de révéler aussi ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que c'est plus profond que ça. Et mec, c'est vraiment typiquement ce que je veux aussi divulguer avec Shape Room. Dans les coachings et dans le contenu, j'essaye au maximum. Certes, la liberté et tout, c'est trop cool, hein, et c'est ce qu'on cherche. Mais derrière tout ça, il y a une manière d'être qui est, je trouve, beaucoup plus épanouissante, notamment par les libertés, par le fait que tu gagnes plus d'argent, donc tu es plus serein, mais aussi parce que ça élargit effectivement tous tes horizons. Tu apprends des choses, tu découvres un monde, tu découvres des gens, tu découvres un nouveau mindset, et peu importe ce qui se passe par la suite, ce que tu découvres en tant que freelance, et dans un accompagnement comme Shape Room, c'est comme un socle qui va te servir pour la suite, peu importe ce que tu fais. Et même dans ta vie perso. Ouais. Alors certes, la vie pro va avoir énormément de changements, mais dans ta vie perso, je sais pas, moi j'ai jamais eu autant envie, je sais pas, d'aller au sport.
de m'intéresser au développement personnel parce que tu te rends compte que tout est connecté, que si les semaines où tu vas pas au sport, en fait, tu te rends compte que t'es pas aussi bon en call et que t'as pas autant de motivation pour te lever tous les matins et aller chercher ton premier client. Donc en fait, depuis que je me suis mis en freelance, j'ai jamais été autant à la salle ou jamais été autant à aller courir. Tu fais plus attention à ce que tu manges. Ouais. C'est vraiment c'est quelque chose de général sur ta vie qui ne peut être que positif. Parce que c'est comme ça qu'il faut prendre la vie d'entrepreneur. Si tu regardes que le boulot, non, ça suffit pas. Il faut aussi te donner tous les outils, toutes les ressources pour mieux réussir. Et ça va, je pense, changer ta vie au global pour le mieux. Et ça va te rendre acteur de ta vie plutôt que juste passivement prendre ton chèque tous les mois. Bah écoute, j'aurais pas dit mieux. C'est une très belle conclusion. Franchement, c'est clair que ça impacte toutes les sphères de la vie, c'est clair. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez un commentaire, laissez un like pour Arthur. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire un petit podcast ensemble pour voir la suite. Carrément, J'aime bien faire ça un peu parfois. Ouais, je pense que d'ici quelques mois, on aura potentiellement quelques petites choses à dire. Ouais, Ah ouais, ça serait cool. Ouais, à mon avis. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au podcast, sur Instagram aussi, c'est Nicolas Shaperoom, Nicolas Dorfman sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part ou pas, Arthur, ou tu t'en fous? Carrément, bah, déjà LinkedIn, Arthur Girault, Girault. Ouais. Et puis aussi mon site internet arthur-girault.com. Ok, parfait. Voilà, et bien écoutez, si cet épisode vous a plu, et j'espère qu'il vous sera utile par ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un commentaire, un like, à vous abonner, et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!